Bonsoir à tous et merci d'être au troisième grand rendez-vous de la semaine. Pour cette édition, 4 invités ont répondu présents. Il s'agit d'un entrepreneur agricole, d'un engagé de la lutte anti-tabac, un coach motivateur sera là et bien évidemment un nutritionniste. Retrouvez-les juste derrière la météo que voici. Oui, un coucou spécial à nos téléspectateurs de Kétou qui nous suivent actuellement. Là-bas, ça consomme du lafou, je pense, hein, oui, à Kétou. Alors, pour le grand rendez-vous ce soir, nous venons tout simplement, on verra voilà, comment se fait donc la production du champignon ainsi que les occasions d'initiation à sa culture au Bénin. La semaine de la lutte anti-tabac se poursuit sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, vous aurez des messages de sensibilisation contre le tabagisme. Ce sera dans un instant sur Nature et Bien-être. Et là, on passe aujourd'hui à l'étape 5 du processus de changement des mauvaises habitudes avec le coach Marcel Effon. Nous allons apprendre précisément à reproduire un modèle, je dis un modèle comportemental, un nouveau modèle comportemental. Et les bienfaits du jeûne seront également détaillés tout à l'heure sur Autant Savoir avec Agnat Bello et son invité. Voilà donc pour le menu des plateaux du grand rendez-vous. Vous savez, le grand rendez-vous, c'est également le journal. Il sera présenté, bien sûr, par Estelle Pazou ce soir. Bonsoir, Estelle. Bonsoir, Assioum. On se retrouvera tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Mais avant, dites-nous quel est le menu principal de cette édition. C'est un drame qui a retenu l'attention de tout le Bénin. Des milliers de poissons du lac Toro ont été décimés. Quel bilan peut-on faire à l'heure actuelle? Vous aurez la réponse. Le Laboratoire national pour la sécurité alimentaire a livré hier les résultats de l'analyse commanditée par le ministère de l'Agriculture. On sait donc réellement ce qui s'est passé sur le lac Toro. Et puis, on peut rompre le jeûne sans nuire à sa santé et c'est bien possible. Il faut juste observer quelques prescriptions. Et vous aurez, mesdames, messieurs, tous les détails à 19h45. Merci beaucoup à vous. Les détails, on vous retrouve donc tout à l'heure à 19h45 pour les avoir. Le grand rendez-vous, on ouvre tout de suite les plateaux. C'est Nature et Bien-être. Nature et Bien-être avec Heureuse Danodé et son invité, c'est pour parler bien sûr de la lutte anti-tabac. C'est toute une semaine consacrée bien sûr à cette lutte sur le grand rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons livrer des messages de sensibilisation, mais avant, suivons d'abord ce reportage.
La vente et la publicité de cigarettes dans les boutiques, kiosques et épiceries autour des écoles incitent la jeunesse à la consommation du tabac. C'est le constat fait par l'ONG IECT, l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Il y a la vente de l'alcool, je peux dire même de la cigarette. Par exemple, à Zongola, il y en a, toute la Bulgarie là, donc la cigarette aujourd'hui ce n'est plus un truc à cacher, maintenant c'est partout dans le monde et tout le monde en consomme. À proximité de notre établissement, il y a des kiosques, des boutiques où on vend ces produits qui nuisent à la santé. À Zongo, je vois, quand je me promène des fois, je vois de grandes personnes qui fument. Donc là, vous savez, nos élèves, la plupart de nos élèves viennent de Zongo. Donc ils vont voir les grandes personnes en train de fumer. Donc là, nous déplorons un peu le fait que les grandes personnes s'adonnent d'abord à ces pratiques. Alors, lorsque ces grandes personnes s'adonnent à ces pratiques, les enfants vont penser peut-être que c'est une bonne chose. Mais ça, là, c'est très mauvais. Dans son enquête portée sur 9 écoles primaires et secondaires de Cotonou en 2016, l'ONG IECT affirme que dans un rayon de 100 mètres, il existe au total 108 points fixes de vente des produits du tabac, soit une moyenne de 12 points par école. L'école primaire publique Charles Guillot de Zongo et le collège d'enseignement général Akpakpa Centre sont les plus exposés avec respectivement 27 et 11 vendeurs ambulants. Certaines autorités interpellent l'État. Même si on l'a rencontré, nous, on n'a pas de force pour interdire à quelqu'un de ne pas vendre quelque chose. Si on peut prendre simplement une loi pour interdire l'importation de tout dérivé de tabac. Sinon, ça peut compromettre l'avenir. Si le parent arrive à contrôler la sortie de son enfant, et puis son comportement. Lorsque le jeune apprenant commence à développer un comportement, le parent doit pouvoir s'interroger et très tôt, n'est-ce pas, essayer de corriger. Des dispositions que la nouvelle loi anti-tabac de 2017 a prises en compte à travers son article 18 qui interdit la vente du tabac, ses dérivés et assimilés dans un rayon de moins de 500 mètres des établissements préscolaires et scolaires. Le non-respect de cette loi est passible de sanctions. La loi a prévu des amendes qui vont de 50 000 à 500 000. Et puis la peine on peut dire, qui est la sanction de l'infraction, la peine court jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Selon les sociologues, la vente du tabac, ses dérivés et assimilés autour des ménages ou institutions serait une forme de marketing agressif. Par ailleurs, ils recommandent au gouvernement de mettre en application le décret portant protection du domaine scolaire pour sensibiliser et protéger les enfants. Merci à vous, Yasmine Damata, pour ce reportage. Alors, les enfants copient forcément les grands, mais vers qui donc orienter les messages pour une lutte efficace contre le tabagisme au Bénin? On y répond avec l'aide de M. Rigobert Rinandje. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir, Rose Danodé. Bonsoir, Assim Gaba. Alors, il est question aujourd'hui de livrer des messages de sensibilisation. Tout à fait. Il faut donc déterminer également la cible. Eh oui. Et je crois que nous avons quelqu'un qui quand même est au cœur de la chose, d'autant plus qu'il a été fumeur. Il est un non-fumeur, il va nous parler de son exemple. Et maintenant, pourquoi ce choix-là? Pourquoi sensibiliser aujourd'hui les gens? Mais qui sensibiliser aussi? Voilà un peu ce dont on aura parlé. Monsieur Arinandje, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et surtout pour tout ce que vous faites, on vous remercie. C'est une obligation. N'est-ce pas? Oui. Et alors, dites-nous, comment vous avez pu laisser tomber la cigarette? Je vais être sincère. Je ne peux pas dire que c'est dû à un traitement ou truc. Je crois que c'est un miracle de Dieu. Parce que la majeure partie, la majorité, je vais dire, de ceux avec qui je suis entré dans ce monde, ils sont tous partis. Ah bon? La majorité. Le reste, quand vous les voyez aujourd'hui au bord des routes, dans les autogares, vous les voyez en train c'est déplorable. Ils sont à la porte de, oui, d'autres du Jaco, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a sonné de façon précise le déclic à votre niveau,
Parce que vous avez quand même pris la décision à un moment donné. Voilà, j'ai pris la décision. C'est pourquoi on a dénommé ce que nous dirigeons, nous présidons aujourd'hui, Lève-toi d'abord. Oui, parce qu'il faut le dire, vous êtes le président de cette association-là. Voilà, de cette association qui lutte contre le tabagisme depuis 11 ans. Et il faut se lever d'abord. C'est vrai qu'arrivé à un moment, je me suis senti, même étant vivant, mort. Comment? Oui, éloigné de tout. C'est-à-dire, on se connaît. Quand vous prenez un fumeur, avant qu'il ne commence, vous allez voir son état. 1 an après, vous allez voir qu'il va commencer par changer. 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'est plus le même homme. Vous voyez, il est arrivé un moment où je ne vivais pratiquement plus. J'étais sur terre, mais comme si écarté de tout. Désintéressé. Désintéressé, voilà. Écarté de tout, rien ne me plaisait. C'est-à-dire, j'étais rejeté même parfois parce qu'il y a des personnes auprès de qui on devait avoir ce qu'on pouvait. Mais ces personnes n'aimaient pas ce qu'on faisait. Donc, du coup, vous les voyez, mais vous ne pouvez pas les approcher. Donc, on est totalement, c'est-à-dire, hors de vie. Donc, ce moment étant arrivé, je me suis dit, c'est pas la peine. Ou tu vis, ou tu ne vis pas. S'il faut vivre, mieux vaut abandonner. Voilà que, étant déjà presque dépendant, parce que, rappelons-le, le tabagisme est comme une maladie. Quand cette maladie vous accroche, c'est vous qui la lâchez, sinon le tabac ne lâche pas. Ah oui. Ah non, le tabac ne lâche pas. La fin, c'est la mort. Donc, avec une décision intérieure, oui. J'ai commencé par chercher les voies et moyens. Premièrement, choisir une date butoir pour se dire, bon, je vais arrêter. La première fois que je l'ai fait, oui. C'était très tôt le matin, et je me suis agenouillé avec la cigarette allumée. Je pleurais. Parce que ce que je faisais, je ne voulais plus le faire, quoi. Mais la chose s'est accrochée à moi. C'était comme une obligation. Je me suis agenouillé, j'ai creusé un petit trou, j'ai fumé à moitié, je l'ai enterré. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus fumer. Et ça a été le cas? J'ai résisté. Non, ben ça, c'est rien ça. J'ai résisté pendant 2 jours. Le 3e jour, ça a repris comme si je n'avais jamais fumé. Ça j'ai doublé de vigilance. Oh là 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 là, à partir de ce moment, j'ai commencé par fumer encore. Si c'était un paquet par jour, c'était presque le double. Wow. Donc, il a fallu que, sincèrement, je ne sais pas comment décrire c'est la providence. Par exemple, là, vous parlez de miracle, tout simplement. Voilà, c'est pourquoi je parle de miracle. Et une fois sorti, il est arrivé un jour, j'ai senti le dégoût de fumer. J'ai dit, mais si Dieu m'aime jusqu'à ce point, je vais voir. Donc, j'ai continué. C'est comme ça, je me suis retrouvé. Et j'ai dit, ben, ce serait une condamnation si je ne sensibilise pas le reste du monde. Mais vous avez commencé par sensibiliser depuis 11 ans à travers cette association, oui. Association Lève-toi d'abord. Et vous sensibilisez qui? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, fumeur comme non-fumeur. Fumeur comme non-fumeur. Le fumeur d'abord parce que il faut lui montrer, lui expliquer les dangers qu'il est en train de courir en s'intoxiquant. Et non-fumeur parce que le tabagisme est une maladie. Aujourd'hui, on peut être éloigné, mais contaminé très tôt. C'est-à-dire au cours d'une manifestation, ça arrive. Okay. Une sortie seulement, vous sortez avec des amis un jour, vous allez à une fête et paf, vous êtes contaminé. Et c'est comme ça. Donc, on sensibilise à titre préventif et en même temps, on essaie de récupérer ceux qui sont déjà victimes. Voilà. Donc, certainement, vos messages déjà pour la prévention, c'est ne jamais démarrer, ne jamais commencer. Ne jamais toucher, même ne jamais éviter, c'est-à-dire s'éloigner même de ceux qui le font. Voilà, s'éloigner même de ceux qui le font parce que d'abord, ceux qui fument directement sont malades. Ceux qui aspirent, respirent la fumée latérale sont malades également.
Alors, est-ce que vous avez eu des ennuis de santé de façon précise au moment où vous étiez en train de fumer? Oui, je crois que c'est après que j'ai compris. La consommation du tabac entraîne la surdité. Oui. Et premièrement, la consommation du tabac aussi empêche la fécondité. Vous savez, ça aspire et ça altère ça joue sur la vessie du liquide spermatozoïde de l'homme. Oui. Vous voyez? Donc vous avez du mal à avoir des enfants en forme. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, vous avez les problèmes ça cause de la cataracte. Voilà, vous aurez des problèmes de vision, vous ne pouvez pas voir correctement. Et c'est plein de choses, c'est-à-dire un fumeur... Parce que vos yeux sont en contact de façon permanente avec la fumée. Avec la fumée. Et quel genre de fumée? Une fumée composée de substances chimiques. Vous voyez, donc si c'était la fumée simple aussi, la fumée qui sort du bois n'était pas d'abord truc là, mais voilà que c'est une fumée qui sort d'un produit chimique composé de plus de 4000 composants chimiques. Vous voyez, donc, la cigarette. Oui, la cigarette, vérifiez, vous allez voir. Plus de 4000 composants chimiques. Plus de 4000 composants chimiques. Tout ce qu'on connaît, c'est le goudron, la nicotine. Oh, ça, c'est rien. Allez voir, il y a plein de 4000 composants chimiques. Mais quand vous fumiez, vous ressentez quoi? Au fait, on se dit qu'il y a une sensation. C'est ce qu'on se dit. Une fois le produit en contact avec le sang humain, on devient dépendant. C'est comme si les fabricants ont étudié d'abord le sang humain avant de passer à l'acte. C'est-à-dire, quand vous commencez, ce n'est plus vous qui le faites, mais c'est l'organisme qui demande. Voilà, c'est l'organisme qui demande. Et vous êtes obligé de le faire. Vous allez voir des fumeurs qui se lèvent très tôt le matin, sans rien manger, sans rien faire, ils allument des cigarettes. Ils sont dépendants. Oui, on en connaît qui n'ont même pas l'argent pour manger, mais ils trouvent quand même l'argent pour en acheter. Il n'est plus lui. Il ne s'appartient plus. Il est dépendant de ce qu'il fait. Et c'est comme ça, progressivement, il va vers la mort. Maintenant, dans le cadre de vos sensibilisations, est-ce que vous avez déjà quand même aidé certains fumeurs à laisser tomber la cigarette, le tabac? Beaucoup. On l'a fait. Je le rappelle, ça fait 11 ans qu'on est dedans et on a aidé beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on ne l'affiche pas tout le temps. Voilà. On a aidé beaucoup de... Actuellement, on a encore des patients un peu partout dans Cotonou, même en dehors du Bénin. On a des patients qui nous appellent, qui demandent comment on va faire tout ça. Ça veut dire que vous avez trouvé le mécanisme pour sortir les gens? Oui. On peut se débarrasser de la consommation du tabac. La première des choses, c'est de décider, de prendre la décision de laisser, de comprendre les dangers, ce que le produit représente pour sa santé. À partir de là, c'est très simple, avec un suivi de 90 jours, je crois que l'intéressé peut commencer par comprendre. Il suffit seulement de vouloir laisser. Voilà. On te dit ça là, ça tue. Le tabac ne nuit pas à la santé. Le tabac tue, ne nuit pas à la santé. C'est juste nuit gravement à la santé. Non, c'est pas nuit gravement à la santé. C'est juste une stratégie. C'est léger. Pour pouvoir, c'est léger comme message. Vraiment comme message. Donc ça tue. Le tabac tue. C'est clair. Le tabac tue. Vous savez, il y a des femmes qui ne fument pas et qui ont des maris fumeurs. Mais ces femmes ont des problèmes de procréation, juste parce que leur mari fume. Raison pour laquelle il y a des médecins qui demandent carrément aux femmes enceintes qui ont des époux fumeurs de quitter carrément, d'aller se loger ailleurs. Et on ne voit pas dans ce sens. On va soupçonner peut-être la tante qui est au village qui n'a même pas la possibilité de venir. Qui ne pense peut-être pas à vous. Voilà. Donc il y a toutes ces... Alors, est-ce que c'est ça peut-être qui explique la différence
en matière de taux de fécondité entre les Européens et puis les Africains? Parce que là-bas, ça fume beaucoup, c'est vrai. Possible. Mais en Afrique, bon, ça fume moins, c'est vrai. Mais... C'est possible, malgré tout ce qu'ils déploient comme moyens. Ils ont suffisamment, ils ont assez de moyens. Moi, j'ai vécu avec des familles en Europe. Dans la famille, c'est tout le monde qui fume pratiquement, sauf une personne. Mais ce qu'ils réservent pour leur santé, c'est énorme. Voilà. Or, l'Africain n'a pas ces moyens. Particulièrement le Béninois, qui a du mal à gérer le quotidien. Vous voyez, hein, le quotidien n'a pas ces moyens et maintenant, il s'intoxique. C'est possible que ça soit à ce point, mais je ne confirme pas. Mais c'est le tabagisme est un facteur qui détruit le système de production. C'est clair, allez vérifier, vous allez voir. Permettez-moi, Assou Ngaba, s'il vous plaît, quelques secondes. Je sais que demain c'est la journée et il y a une activité quand même très très importante que vous avez à faire dans ce cadre-là, très rapidement. Oui, nous avons ciblé la jeunesse d'un arrondissement de Sékou, le lycée agricole Mehdi de Sékou. Okay. On a appris qu'il y a tellement de mouvements, les jeunes se font truc là-bas. Bon, on a choisi le lycée pour sensibiliser pour cette édition 2018. D'accord, voilà. Ok. On aura le temps de vous retrouver sur d'autres plateaux pour aborder le sujet. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Assou Ngaba, merci pour le temps. Merci également à vous, heureuse d'annoncer pour ce sujet très important, en tout cas pour cette semaine. Oui, c'est une semaine non tabac. Voilà, une semaine contre le tabagisme carrément sur le grand rendez-vous. Alors, il le faut, c'est une grande lutte menée par le grand rendez-vous, c'est tout à fait normal. Alors, on va passer à autre chose, chers téléspectateurs. On va parler de quelque chose, en tout cas, qui fait du bien à l'organisme. Il s'agit bien sûr des champignons. Comment les produit-on? Également des initiatives de formation, d'initiation, si vous voulez, à la culture du champignon au Bénin. C'est sur Monde Agricole. Monde agricole, oui, des initiatives pour former, en tout cas des Béninois, des jeunes Béninois à la culture du champignon. On va vous en parler dans un instant, juste derrière ce reportage de Gloria, qui nous présente en tout cas la production du champignon au Bénin. Regardez. C'est une viande blanche, c'est une viande sans cholestérol en comparaison à la viande rouge. C'est une viande qui ne renferme pas de cholestérol et donc c'est une viande saine. Les champignons comestibles peuvent alors être considérés comme un trésor caché de la nature. Ils ne sont pas gras, ils sont faibles en calories et contiennent des antioxydants naturels. Selon les spécialistes, ils sont l'un des rares aliments riches en valeurs nutritives puisqu'ils contiennent une importante quantité de vitamines et de minéraux. Notez que les champignons à eux seuls renferment toute la vitamine, la gamme de la vitamine B, la vitamine B de B1 jusqu'à B12, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C. Ils renferment également les oligo-éléments. C'est une viande qui est riche en acides aminés. Il faut noter que dans la classe des acides aminés, il y a 8 acides aminés indispensables à l'organisme humain que le corps même ne produit pas et donc il faut lui apporter. Et ces 8 acides aminés essentiels sont présents dans les champignons. Plusieurs Béninois comprennent la portée de l'initiative, attachent du prix et projettent même faire de la culture des champignons une activité secondaire. Pour ma santé, moi et ma famille d'abord, et maintenant penser à une production à haute échelle. J'aimerais devenir une productrice des champignons comestibles internationale pour intervenir dans la santé des êtres humains, des personnes en besoin. Il existe une trentaine d'espèces de champignons vénéneux dans la nature. Comment alors les reconnaître pour pallier les troubles sanitaires? Lorsque vous le cueillez, vous cueillez ces genres de champignons, il faut le frotter à votre nombril. Si ça vous ronge le nombril, ne le touchez pas. C'est un champignon venimeux. Les champignons comestibles renferment les 8 acides aminés que le corps ne peut produire. Selon un rapport récemment publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS,
Quand il manque un seul acide aminé à un organisme humain, ce dernier souffre de la malnutrition à vie. Alors, devenir producteur de champignons, si c'est cela votre désir, et donc suivez tout simplement Madame Nassidatou Kosoko, elle est entrepreneur agricole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une occasion pour les téléspectateurs et puis les fidèles, bien sûr, du grand rendez-vous de saisir cette opportunité de formation, d'initiation à la culture du champignon. Dites-nous déjà, mais pourquoi avoir initié cette formation? Au fait, l'idée venait de mes recherches. Je suis tombée sur la culture des champignons sur le net et j'ai vu un peu à quoi peuvent nous servir les champignons. Et au vu de ses valeurs nutritionnelles et ses vertus thérapeutiques, je me suis dit, tiens, c'est un bon truc. Malheureusement, dans mon pays, ce n'est pas connu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis fait former. Et dans mon objectif, je me suis dit, seul, je ne pourrais pas aboutir à l'objectif que j'ai en moi. Donc, il faut un système de réseautage. Okay. Impliquer les jeunes notamment, puisque ce sont eux la force de demain, et les femmes en l'occurrence, parce que ce sont elles plutôt qui gardent les ménages. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai initié cette formation. Ah oui, vous avez initié cette formation. J'espère que les Béninois ont répondu présent. Ils sont venus. On a vu à travers le reportage qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris la décision, bien sûr, de se faire initier à la production du champignon. Est-ce que ces décisions-là ont été suivies vraiment des actions aujourd'hui? Bien sûr, bien évidemment, puisque, bon, parmi ces jeunes-là, il y a aussi des handicapés que vous aviez vus ce jour-là. Et donc, ils ont intégré le système, ils ont intégré la vision que nous avions. Et notre objectif, ce n'est pas de les former tout seuls et de les laisser. Raison pour laquelle nous avions même mis à disposition de ces jeunes-là un centre de championnaire communautaire où quelqu'un qui n'a pas de l'espace plutôt qui s'est fait former peut déjà commencer par produire. Tout est mis à sa disposition, il suffit qu'il ait le minimum qui est de 30 000 pour commencer sa production. Donc déjà sur le centre aujourd'hui, si vous rentrez là, il y a déjà des jeunes qui ont déjà commencé leur production. Et donc ils ont intégré. Et donc vous avez créé mis de l'espace à leur disposition. Bien évidemment, en réalité. Oui. Vous avez créé un espace. Donc, ils viennent tout simplement, il suffit juste de suivre la formation. Oui. Et donc, il y aura forcément des formateurs, sinon des personnes ressources qui vont donc les suivre en réalité dans leur production également. Après la formation, ils sont intégrés sur une plateforme, la plateforme de suivi, où nous les suivons. Nous les suivons jusqu'à leur autonomisation. Alors, la vision globale de cette formation, c'est quoi en réalité? C'est de redynamiser le secteur de la myciculture au Bénin à travers la sensibilisation. Et notre objectif en général, c'est d'amener le champignon ou bien impliquer le champignon dans le plat de chaque Béninois. Parce que c'est un aliment indispensable à l'être humain. Indispensable, je dis bien vous avez dit. Indispensable à l'être humain. Pourquoi dites-vous que c'est indispensable? Au vu de ses valeurs nutritionnelles et ses vertus thérapeutiques. Au nom de cela, je peux vous citer quelques-uns. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre ou bien d'écouter les personnes de troisième âge dire « c'est ce que j'ai mangé depuis le matin, c'est sur ça que je me retrouve » ou « on mange l'après-midi et le soir on est incapable de manger ». C'est un problème de malnutrition qui se pose. C'est un problème de constipation qui se pose. Et dans les éléments nutritionnels des champignons, il y a un élément qu'on appelle les fibres. Les fibres sont là pour faciliter la digestion. Et donc, il n'y a pas question que quelqu'un qui mange ou qui a intégré dans son alimentation les champignons dise qu'il a ces mots-là. Les champignons à eux seuls renferment également des éléments qui luttent contre le mauvais cholestérol. Par exemple, ça lutte contre le mauvais cholestérol. Par exemple, la provitamine D, qui absorbe, lorsque vous avez le mauvais cholestérol dans votre organisme, ça absorbe ces mauvais cholestérol-là. Et ça laisse place au calcium de se fixer dans vos os. Donc, il y a plein d'exemples qu'on peut donner en matière de valeur nutritionnelle. Le champignon à lui seul soigne la tension, le diabète,
des maladies cardiovasculaires qui coulent la rue. C'est le problème de quoi? Des mauvais cholestérol. Alors c'est une viande blanche qui ne renferme pas ces mauvais cholestérol. Vous parlez de viande alors que c'est de source végétale. Les gens le disent, généralement ils comparent ça à la viande ou au poisson, mais en réalité ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste le milieu des deux. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Et donc, cet aliment, c'est pourquoi je dis que c'est indispensable à l'être humain en réalité. Souvenez-vous, dans les années, je crois, dans les années 1936, les Chinois, quand ils vont en campagne, ils allaient cueillir les champignons qu'ils venaient donner à leur roi. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le roi ne doit pas vite mourir. Qu'il faut apporter le champignon au roi afin qu'il puisse avoir longue vie. Donc le champignon est une source de longévité. Le champignon permet aux cellules la production des leucocytes T. Et ça fait quoi, les leucocytes T? Les leucocytes T qu'on appelle généralement les globules blancs. Les globules blancs, voilà. Okay, d'accord. Ils renforcent votre système immunitaire. Donc celui qui consomme le champignon ne tombe pas facilement malade. En tout cas, on aura le temps d'en savoir un peu plus sur le mode de consommation des champignons et tout le reste. Parlons d'abord de cette formation. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris à ceux qui ont participé, ont suivi donc cette formation de façon précise? On sait que c'est de la production, de la culture, les modules qui ont été donc abordés lors de cette formation. Nous avions abordé pas mal de modules, à savoir les substrats, quels sont les substrats qu'on peut utiliser pour la production de champignons, quels sont les processus par rapport à la production de ces champignons-là, quelles sont les règles d'hygiène et les règles de production qu'il faut respecter, quelles sont les normes de la composition du substrat et voilà, en réalité, c'est ça. Alors, aujourd'hui, est-ce que pour produire réellement du champignon, il faut vraiment assez d'espace? C'est ça en réalité? Non. Tout le monde peut produire les champignons parce qu'on n'a pas besoin d'un grand espace pour pouvoir produire. Déjà, au mètre carré, vous pouvez déjà produire jusqu'à 10 kg de champignons. Donc, c'est une couture au mètre carré. Oui. C'est une couture domestique parce que c'est non puant, ça n'a pas les mêmes contraintes que les autres cultures, à savoir le cerclage et autres. Non, ça n'a pas. Et donc, tout le monde peut produire les champignons. Donc, tu n'as pas besoin d'un grand espace pour le produire. C'est une culture d'ailleurs hors sol. Et quand je parle de culture hors sol, vous convenez avec moi qu'on n'a pas besoin d'assez d'espace pour le donc, c'est en hauteur, oui, carrément, qu'on le produit. OK. Alors, pour suivre la formation, j'espère que c'est une formation gratuite. Comment ça s'est passé? Vous avez parlé des personnes handicapées qui étaient là. À part eux, quelle était donc la cible prochaine? Vous avez pu constater avec nous qu'il y avait pas mal de jeunes. Il y a des jeunes qui s'étaient impliqués, et notamment les femmes également. Les femmes. Voilà les 3 couches de personnes que nous avons eues. Nous avons eu les handicapés, les jeunes et puis les femmes, généralement. Et bien, pourquoi avoir choisi ces cibles-là, ces différentes la jeunesse, parce que ce sont eux qui représentent la valeur de demain. La femme, parce que c'est elle qui garde le ménage, et c'est à elle de vous faire manger les champignons. OK. Voilà. Donc, quand elle produit, certainement, pour la famille, il y en aura? Oui, pour la famille, évidemment, il y en aura. Et pour, comment on appelle, la grande masse que nous constituons, il y en aura également. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les autres couches de personnes ne peuvent donc pas bénéficier de cette formation? Tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde peut cultiver les champignons. Mais nous, notre dynamisme, c'est d'apporter ce plus-là à la jeunesse qui aujourd'hui souffre du manque d'emploi et à la femme qui peine à s'autonomiser. Voilà. Donc, vous visez l'autonomisation de la femme, l'auto-emploi au niveau de la jeunesse, et puis les personnes handicapées également qui peuvent avoir donc l'occasion de participer au développement économique, à cette production-là. Et donc, est-ce que le marché existe déjà? Puisque vous formez des gens, il faut donc un marché pour pouvoir davantage motiver beaucoup plus de personnes à suivre cette formation. Bien évidemment que le marché existe. Si le marché n'existait pas, on n'allait pas les former. C'est parce que nous n'arrivons pas à faire face à la demande
que nous avons aussi instauré cette formation-là. Donc il y a le marché national qui nous attend et le marché international également qui nous attend. Est-ce que c'est rentable, cette activité-là, au Bénin? Cette activité est très, très rentable. Je dis bien, cette activité est très, très rentable. D'ailleurs, parmi l'un des volets de la formation, on a vu la rentabilité de cette activité-là. Et donc, par rapport à sa rentabilité, je crois que c'est pas mal. À quel pourcentage déjà Déjà, vous pouvez avoir jusqu'à 75% de revenus. 75% de revenus sur cette activité. De bénéfices? Bénéfices nets. Bénéfices nets par rapport à votre investissement. Je pense que c'est une opportunité à saisir. En tout cas, merci beaucoup à vous, Nassidatou Kosoko. D'autres occasions de formation? Oui, nous avons lancé également, parce que juste après cette formation, il y a beaucoup qui nous sollicitent aussi pour se faire former. Donc, dans cette sillage, nous avons lancé également une autre formation pour la fin du mois de juillet, qui commence le 28. OK. Voilà. Le 28 juillet? Oui, sur 4 jours. 4 jours, d'accord. Peut-être que moi-même, je vais me faire initier à cela. J'espère que les journalistes sont autorisés. Ah oui, vous êtes les bienvenus. Merci en tout cas déjà pour cette promesse. Je reviendrai en tout cas avec Estelle Pazou, on viendra là-bas pour nous faire former, initier à la culture bien sûr du champion. Merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions. Et bien des choses à tous vos stagiaires, on peut le dire ainsi. Oui. Et beaucoup de prospérité, bien sûr, à cette entreprise-là. Alors, la suite du grand rendez-vous, ce sera avec le coach Marcel Effon. On va changer les comportements. Et aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. C'est l'étape 5. C'est quoi en réalité? C'est constitué de quoi? Vous allez découvrir tout à l'heure. C'est l'espère sur le grand rendez-vous. Merci de nous suivre dans notre processus de changement de comportement avec le coach Marcel Effon. Là encore, ce soir, bonsoir coach. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour poursuivre cet exercice de changement de comportement. On a démarrer cela, hein, je pense qu'on a déjà fait la 5e séance aujourd'hui. La 5e séance aujourd'hui. Et donc, 5e étape en matière de changement de comportement. Aujourd'hui, il s'agit donc de reproduire le nouveau modèle. Absolument. Alors, dans quelles conditions cela est possible? Merci M. Gaba, merci aux téléspectateurs qui ont choisi d'ailleurs ce processus de changement qui, en passage, que je voudrais féliciter en passage parce que le changement est très difficile. Le maître crie tout le temps pour que les élèves puissent devenir meilleurs, mais ce n'est pas aisé. Il sait pertinemment que ce n'est pas facile. Les parents veulent que les enfants changent d'habitude, qu'ils deviennent du jour au lendemain des gens bien et qu'ils produisent davantage de résultats, mais tout parent sait très bien que ce n'est pas facile de produire du résultat. D'où les différentes étapes qui conduisent vers le changement de comportement. La même chose est pareille aussi bien en entreprise que dans nos diverses vies communautaires. Oui. On veut changer, on veut avoir différents résultats, mais comment est-ce qu'il faut le faire? Je prends toujours l'exemple de manger le soir tard. Absolument, absolument. D'abandonner cela. D'abandonner le dernier repas de la journée qui, pour certaines personnes, dans certaines conditions, est le repas le plus important de la journée. Mais malheureusement, lorsque vous continuez de prendre ce repas tel que vous l'avez pris jusque-là, vous risquez d'avoir des résultats que vous ne désirez pas. Alors, changer devient la chose la plus difficile. La chose la plus difficile. Est-ce que, quand vous parlez de reproduire le nouveau modèle, par exemple, quelqu'un qui mange tard le soir, pour lui, le nouveau modèle serait, par exemple, manger tôt? C'est ça? Oui, reproduire le nouveau modèle, en fait, on veut parler du conditionnement. Reproduire le nouveau modèle consiste à conditionner la personne de façon qu'il s'assure que le changement devient une réalité, mais constante dans le temps. La reproduction du nouveau modèle consiste à refaire la même chose, mais de la manière la plus constante dans le temps. Et ce qui va se passer, lorsque vous reprenez la même chose de la façon la plus constante dans le temps, à un moment donné, vous allez voir que ce qui était difficile pour vous à faire au début, alors vous commencez à le faire avec beaucoup plus de facilité. Et au contraire, maintenant, c'est revenir à l'ancienne mauvaise habitude qui sera la chose la plus difficile. J'ai l'habitude de dire aux gens que la manière la plus simple, par exemple, de se conditionner et de rester sur la même habitude pendant longtemps, consiste simplement à répéter alors un acte constamment jusqu'une voie neurologique, par exemple, soit créée.
Imaginez-vous, si vous avez l'habitude, par exemple, d'aller à table tous les soirs que vous rentrez, c'est un conditionnement. Pendant longtemps, vous avez mangé lorsque vous êtes rentré à la maison chez vous. Et du coup, quelle que soit l'heure qu'il fait, quand vous rentrez, le cerveau est déjà conditionné pour passer à table lorsqu'on rentre. Quelles que soient les conséquences que cela crée, on subit après, mais on passe à l'acte parce qu'il y a une grande voie neurologique qui est créée et qui existe déjà. Ce qui va se passer, c'est que en répétant la nouvelle bonne habitude, au début, comme je le dis aux gens, c'est très difficile. Au début, c'est très difficile. Mais en répétant la nouvelle bonne habitude, on se rend compte que ce qui était compliqué au départ, parce qu'une grande voie neurologique a été créée, on emprunte cette voie de la façon la plus facile possible. Et je vais demander aux parents, par exemple, qui subissent, il y a beaucoup de choses que les parents subissent, parce qu'ils voient que c'est difficile, par exemple, de mettre cette pression aux enfants. Comme par exemple, amener les enfants pendant que vous avez une domestique à la maison. À aller à la vaisselle, à laver eux-mêmes leurs habits parfois, même quand il y a une machine à laver qui peut faire le travail, à ranger la table après le repas, à ranger leurs jeux lorsqu'ils ont fini de jouer. Alors on veut que les enfants se portent bien, on veut les mettre à l'abri de la douleur, mais ce qui se passe, c'est qu'il arrive des conditions, des circonstances où les enfants n'ont pas le choix que de faire cela. Mais malheureusement, puisque c'est la première fois maintenant qu'ils veulent le faire, c'est très difficile parce qu'entre-temps, il n'y avait pas de voie neurale qui conduit vers ce changement. Donc je demande aux parents, par exemple, qui ont de la peine à demander de nouvelles choses à leurs enfants, de les observer. Par exemple, un enfant qui a l'habitude de faire ses besoins dans son pot, et dans sa culotte ou dans sa couche, mais il faut créer, par exemple, un rituel pour cet enfant. Le faire asseoir, par exemple, 15 à 20 minutes sur son pot tous les matins, à une heure précise, que l'enfant demande à faire ses besoins ou non. Quand l'heure sonne, on le contraint à s'asseoir, par exemple, sur le pot. Et on le fait répéter qu'on ne fait pas les besoins dans sa couche. On fait les besoins dans le pot. Que cela produit du résultat maintenant ou non, on répète ça. À partir d'un moment donné, il y aura une grande voie qui sera créée, des terminaisons nerveuses qui nous permettent alors de sentir, d'agir et conduire vers le cerveau. Et le cerveau réserve une très grande place pour cette habitude. L'enfant, de facto, quand il a besoin de faire les besoins, il ne peut plus les faire dans sa couche. Il demande le pot. Quel que soit l'âge de l'enfant, lui-même, s'il peut parler, il va demander un pot. Alors, si je comprends bien, reproduit le nouveau modèle, et donc c'est répéter la nouvelle bonne habitude. Répéter la nouvelle bonne habitude de la façon la plus constante jusqu'une voie neurologique soit créée. À partir du moment où une voie neurologique est créée, cette habitude devient très facile pour la personne. Ça remplace catégoriquement ce que la personne avait l'habitude de faire qui n'est pas bien. C'est pareil, hein? C'est pareil en entreprise. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on veut changer. On a écrit de nouvelles procédures. On veut que les gens ne viennent plus en retard. Et on a mis des choses en place. Mais au début, c'est compliqué. Le gars, malgré toute la pression qu'on lui a mise, il continue de venir en retard au boulot. Alors, comment régler ça? Mais il faut créer des conditions pour le début, pour le choquer. Par exemple, moi, je parle des choses tout à fait banales. Quelqu'un qui vient en retard au boulot, et que vous avez tout fait, il ne réussit pas, alors il faut mettre en place un conditionnement qui l'amène, qui le veille ou non, à venir ne serait-ce que pour les débuts. On peut dire par exemple, lorsque tu viens au boulot avec 2 minutes de retard, tu retournes chez toi. On peut lui dire, ok, si tu viens avec 2 minutes de retard, par exemple, on s'entend avec lui, on fait un contrat et lui-même signe, qui respecte bien sûr la clause du droit du travail. Et il sait qu'il s'est engagé à chaque fois qu'il sera en retard de perdre par exemple telle partie de sa rémunération ou de perdre tel intérêt. Et évidemment, parce que personne ne veut perdre justement des intérêts dans une entreprise, alors cette personne commence lui-même à réfléchir à qu'est-ce que je sacrifie pour ne plus être en retard au boulot. Mais à force de le faire 1 fois, 2 fois, avec cette contrainte, alors un jour, on va sauter le verrou. On va enlever la contrainte, par exemple, de lui défalquer quelque chose, mais la même personne va commencer à venir au boulot le plus simplement possible à l'heure, parce qu'entre-temps, il a pris du temps pour créer une voie neurologique. Alors, c'est passionnant. C'est passionnant parce que je rencontre beaucoup de gens qui payent beaucoup d'argent pour venir en formation, pour se faire coacher, mais le réel problème, c'est nous voulons changer.
Et nous voulons changer, mais comment est-ce que vous voulez changer? Ils commencent à contourner ce qu'ils doivent faire pour changer parce que c'est très difficile de le faire. Vous voyez un peu. On va tout à l'heure permettre à ces gens-là d'avoir les outils qu'il faut pour créer cette voie neurologique dont vous parlez. Alors, avant bien sûr de leur offrir cette opportunité, cette occasion, nous allons faire un tour à la rédaction de BB24 avec Estelle Pazou pour suivre le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Retour sur le drame du lac Tao à Atiémé. Après la mort des milliers de poissons, quel est l'état des lieux? Les détails dans ce journal. À suivre également dans ce journal les résultats de l'enquête commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour expliquer ce qui s'est réellement passé sur le lac Tao. Et puis rompre le jeûne sans nuire à sa santé, c'est bien possible. Il y a des prescriptions en la matière. Jeûne et santé des fidèles, c'est un reportage que la rédaction vous propose. Vous le savez sûrement déjà, des milliers de poissons sont morts dans le lac Tao, dans la commune d'Atiémé. Un drame non seulement écologique, mais surtout économique, dans une ville dominée par la pêche et la pisciculture. Quelques jours après le drame, nous avons dépêché une équipe qui s'est rendue sur le terrain pour faire un état des lieux. Heureuse d'annoncer. Au lendemain de la fête de Novicha, il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés auraient déversé un produit toxique dans le lac Tao. Des tonnes de poissons empoisonnés. Le département du Mono est frappé par un drame. Vu l'aspect des filets et vu que les poissons sont morts de mort subite, c'est qu'il y a intoxication. On a leviné 41 000. Avec le taux de mortalité, on était à environ 40 000, avec un poids moyen de 200 grammes. Donc, ça nous donne environ 8 tonnes et plus en ce qui concerne nos pertes. Parce qu'on a tout perdu. Au moins, les poissons du lac avaient le temps de fuir. Nos poissons sont dans les poches, ils ne peuvent rien faire que de rester là. Même s'ils ont envie de partir, ils ne peuvent pas partir. Donc, du coup, on a tout perdu. C'est un crime. Moi, je dis que ce qui s'est passé, c'est un crime. Et ce côté pénal, on doit rechercher et la force va rester à la loi pour punir avec la dernière vigueur ceux qui ont fait ça. Tel un poison violent, la solution déversée dans le lac Tao a coûté la vie à presque toutes les espèces halieutiques se trouvant dans le lac. Le phénomène a commencé depuis la berge de Penou. C'est les pêcheurs même qui ont constaté que l'eau a changé de couleur. Là où il y a des touffes, comme des touffes sur le lac là, c'était là-bas, c'est arrivé jusque là-bas. Les poissons sont morts et ça se débattait quand ça s'est apaisé, ils sont revenus à la surface morts et on a ramassé. L'origine du drame reste encore inconnue. Un paysan voulant peut-être sauvegarder sa culture a malencontreusement envoyé un produit qui est rentré dans le lac et qui peut-être a nuit aux choses là, aux espèces halieutiques. On m'aurait dit que le jour où le génie militaire était arrivé pour creuser les fosses devant accueillir ces poissons-là, il y avait quelques jeunes qui disaient que nous allons encore revenir sur les lieux d'ici à là. Quand j'ai eu l'information, j'ai dit qu'on peut commencer les enquêtes là, à partir de là, que ça peut être des indices. Le promoteur de la ferme de production aquaculture ne s'en revient toujours pas. Il a tout perdu. Abattu, je suis à terre parce que, vous voyez, j'ai pensé à une reconversion, puisque je suis électronicien de formation. J'ai pensé à une reconversion, depuis 3 ans je suis ici. Et quand tu gagnes un peu, tu investis tout. Et puis, bon, du jour au lendemain, ça t'arrive, c'est que bon,
et on n'a pas les mots. Le samedi, dimanche, lundi, quand les gens s'agglutinaient, les pêcheurs s'agglutinaient quelque part, ça veut dire qu'il y a des poissons qui sont sortis de l'eau, des poissons morts. Et eux autres, ils pensent que c'est un don de Dieu. Donc qu'il faut en profiter. Ces poissons morts sortis du lac sont aussitôt achetés, fumés par les bonnes dames et mis en vente. Il faut dire qu'une fois sur le lieu du drame, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a instruit le directeur du Laboratoire national pour la sécurité sanitaire des aliments pour une analyse en vue de déceler la cause de la mort de tous ces poissons. Les résultats issus de l'analyse sont tombés hier mardi. Suivez cet extrait pour plus de détails. On n'a pas trouvé de présence de médicaments vétérinaires ni de pesticides dans l'eau du lac, ni dans les poissons, ni dans les sédiments. Donc, l'hypothèse d'une contamination des eaux du lac par une quelconque famille de pesticides ou de médicaments vétérinaires est donc à exclure. On peut dire soupçonner que soit il y a un phénomène endogène au lac lui-même, qui pourrait expliquer la présence peut-être du toxique dans l'eau qui a provoqué un étouffement ou bien une mort massive de tous les poissons. Et parmi les causes endogènes, on peut soit, c'est le phénomène bien connu, on sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la Lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone, probablement, où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Lorsqu'il y a remontée peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, quand il y a contact, il peut y avoir apport de composés et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de sous terre est souvent en très forte concentration et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. Donc il serait aussi intéressant, au regard du phénomène qui vient de se passer, de mettre le lac sous surveillance. Je suppose par exemple si, disons, si le lac était sous une surveillance appropriée, on aurait pu voir le phénomène venir progressivement avec les premières analyses, soit même des mesures, même de température. Ça aurait pu permettre de savoir que, attention, à un moment donné, la température de l'eau a changé. Si l'hypothèse, par exemple, de contact des eaux de surface avec les eaux, disons, souterraines est une hypothèse vérifiée, on pourrait à un moment donné constater que la température de l'eau du lac a commencé par changer. Et ça pourrait donner des pistes. Savoir, attention, il y a un phénomène souterrain qui se passe. Et puis, nous sommes dans le mois de Ramadan, 2 semaines déjà que les fidèles musulmans sacrifient au 4e pilier de l'islam qu'est le jeûne. Avant le lever et ce jusqu'au coucher du soleil, ils ne doivent ni boire ni manger. Mais alors, quelle est la conduite à tenir à l'heure de la rupture? La réponse dans ce reportage de Christian Devochi et Sylvania Tchanou. Jeûner pour la santé, voilà ce que recommande l'islam. Le fidèle musulman est appelé à manger et à boire du coucher au lever du soleil. Un jeûne dit diurne qui dure 13 à 14 heures par jour. Après ce long moment de jeûne, parce qu'on peut tomber dans un état de glycémie très faible, voyez, on rend le jeûne avec des fruits qui sont légèrement sucrés de manière naturelle. Consommer le fruit sucré naturel permet donc de remonter le taux de glycémie à la normale. Cependant, à la rupture du jeûne, la consommation immédiate de certains produits est déconseillée. Du genre Coca-Cola, Fanta ou Malta, ça c'est extrêmement dangereux. Par notre expérience, vous savez, lorsque vous observez ce long moment de jeûne et que le soir, par exemple, vous allez avaler une boisson gazeuse de ce genre, vous pouvez piquer une diarrhée très grave et même quelle que soit la température, il y en a qui vont prendre très fraîche parce qu'ils ont une sensation de soif et ils vont se jeter sur ces genres de boissons pour étancher leur soif. Non, ça c'est à déconseiller fortement. Comprennent aussi
pourquoi pas un peu de boisson chaude. Vous prenez un peu d'eau chaude là, et avec du thé, pourquoi pas, on peut le faire, mais toujours en maîtrisant son taux de sucre. Le fidèle musulman atteint d'un dysfonctionnement physiologique n'est pas autorisé à jeûner. Toutefois, certains, en complicité avec le médecin traitant, sacrifient à leur devoir de jeûneur. Elles sont déjà excusées pour cause de maladie. Le soir, il faut éviter, par exemple, de prendre des aliments sucrés, très sucrés, parce que ça risque de faire monter leur glycémie de manière draconienne. À l'heure du repas, il est important d'avoir une alimentation équilibrée avec des mélanges sains. On a dit 5 fruits et légumes par jour. Au moins, il faut qu'il y ait 3 fruits dans ce mélange-là, d'accord, et des légumes. Donc, une portion, ça équivaut environ à 120 grammes, par exemple. Donc, ça, pour vous donner une idée sur les chiffres. Donc, on peut manger plusieurs fruits. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est une surcharge, c'est-à-dire manger trop, éviter trop de sucre, moins salé, moins sucré, moins gras. Donc éviter les graisses, surtout dans son alimentation, les graisses animales, et préférer les graisses, les lipides, les huiles qui sont riches en oméga 3 par exemple. Voilà l'essentiel à mettre en pratique par le fidèle musulman afin de garder tous les bienfaits du jeûne. On prend à présent la direction de la France. Assurance maladie, retraite, impôts, carte grise, tout ou presque se fait de manière numérique en France. Cette dématérialisation qui s'accélère laisse sur le bord les personnes du troisième âge peu familières à l'outil informatique. En Aquitaine, une région française, un bus numérique pionnier tente de ramasser ces oubliés de la technologie pour les mettre au pas. Le reportage de nos confrères de l'AFP. À Villandreau, petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but, ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique. Jeunes retraités ou octogénaires avancés, ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Tout, EDF, impôts, il faut tout faire sur Internet. Alors bientôt on n'aura plus de papier. Alors il faut bien essayer de nettoyer. Essayer de prendre le virage d'Internet avant d'être définitivement laissé de côté. Pour certains seniors, c'est un casse-tête, voire une source d'angoisse. 45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici, mais ils n'ont pas le choix. De plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées. Je comprends qu'il faut s'adapter, mais j'avoue quand même que quand il faut jardiner dans le jardin, je suis tellement plus à l'aise. Lancé fin 2016, le bus numérique entame sa deuxième saison en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, plus de 2500 personnes ont pu bénéficier gratuitement de l'aide des intervenants le temps d'une journée. Leur première mission, démystifier l'outil informatique. Ces personnes, plus on avance, plus on crée une exclusion parce que tout devient dématérialisé. Et ces personnes-là n'ont pas les moyens, d'une part financiers, et ne sont pas formés pour pouvoir accéder au numérique, accéder à tout ce qu'on leur demande, comme les impôts, comme la CPM, comme les caisses de retraite. Financé en partie par la Caisse d'assurance retraite d'Aquitaine, le bus traversera 200 villages-étapes. Un autre bus numérique sillonne depuis cette année la région centre, mais pour indiquer la fracture numérique au mieux, il faudrait des émules dans toutes les régions françaises. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau journal. À demain donc, Estelle Pazou, pour un nouveau journal. Le bus numérique, vous le voulez aussi au Bénin, n'est-ce pas, Estelle? Ce serait très bien. N'est-ce pas? Aussi, ouais. Vraiment bien. Alors, on revient en plateau avec le coach Marcel Effon. Coach, il était donc question de créer la voie neurologique pour donc favoriser la reproduction du nouveau modèle. Absolument. Et j'allais dire, si vous réussissez effectivement à prendre des engagements, à faire les étapes précédentes comme on les avait citées, et que vous êtes à l'étape maintenant du conditionnement, je voudrais attirer votre attention. Vous voulez perdre 35 kilos, n'attendez pas d'avoir perdu 35 kilos avant de vous féliciter. Dès déjà même, n'attendez même pas de perdre 1 kilo avant de vous féliciter. Dès que
vous vous rendez compte que voilà, vous vous retrouvez en face d'un plat plein, d'un repas devant vous, mais que vous avez réussi à pousser loin de vous, il faut vous dire bingo, il faut vous dire félicitations, parce que le changement a besoin d'une association alors des émotions. Lorsque vous associez des émotions positives, par exemple, au changement que vous avez mis en place, vous avez beaucoup plus de facilité, par exemple, à aller vers. Mais lorsque vous avez des émotions négatives qui accompagnent, vous avez de la difficulté. Donc, du coup, n'attendez pas d'avoir atteint le plus gros objectif. Fixez-vous de petits objectifs, des objectifs à court terme, à moyen terme et plus tard à long terme. 35 kilos à perdre, il n'y a pas de problème. Mais déjà que vous réussissez à dire non à un repas sans avoir perdu 1 kilo, il faut vous dire félicitations. Parce que vous avez besoin de cette motivation, vous avez besoin de ce conditionnement moral pour que le cerveau puisse dire oui, nous allons vers quelque chose qui est bien, nous recevons déjà des félicitations, il faut qu'on fonce. Il faut qu'on fonce. Alors, vous refusez de manger à la maison, vous êtes homme marié, et votre épouse ne sera pas du tout d'accord avec vous quand vous ne mangez pas le repas du soir. Vous savez, comme je l'ai tout le temps dit aux gens, les temps changent. On a bien envie, comme on le faisait avant, de rentrer à la maison chez soi, avant de prendre le premier et le dernier repas, pourquoi pas, de la journée en famille. Mais il faut qu'on choisisse entre continuer alors de prendre ce repas en famille, ce qui est une très bonne chose au point de vue culturel et éducation de la famille, et alors garder sa santé. Parce que c'est une question de santé. Lorsque vous décidez, par exemple, de ne pas tomber malade de par ce que vous mangez, il y a l'attitude, il y a le comportement, il y a la manière dont vous mangez. J'ai suivi tout à l'heure, le diététicien dit dans le journal qu'il faut manger des repas à des moments précis, à des heures précises et choisir les repas qu'il faut manger pour atteindre des objectifs de santé. Aujourd'hui, comme vous le savez, on peut fabriquer de n'importe quoi et la plupart d'ailleurs des morts subites aujourd'hui sont liées à ce que nous mangeons. Donc, si vous voulez effectivement continuer à rester en parfaite santé, il faut analyser, mais communiquer bien sûr avec son entourage et choisir les moments désormais. Parce que nos parents, hier, avaient la possibilité de revenir entre midi et 2, prendre leur déjeuner, se laver, se reposer, retourner au boulot à 15 h. Mais aujourd'hui, quelle que soit la distance qui vous sépare de votre boulot, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a beaucoup d'autres contraintes qui sont rentrées en ligne de compte. Alors, on est bien sûr obligé de nous adapter parce que vous n'avez pas le choix que de rester en parfaite santé pour continuer à travailler, continuer à vivre. Alors, c'est la semaine de lutte anti-tabac. Vous savez, demain, c'est la fête carrément pour cette lutte noble contre le tabagisme. Alors, comment créer, comment reproduire le nouveau modèle, c'est-à-dire le non-fumeur? Alors, le non-fumeur, déjà, qui réussit, parce qu'il faut faire les étapes précédentes, comme on l'a dit, réussit déjà à décrire que ce n'est pas bon de continuer à prendre le tabac, rechercher par exemple les comportements et les habitudes qui créent cette condition à aller vers le tabac, la cigarette ou tout ce qui consiste le tabagisme. Mais il faut maintenant, à l'étape 5, comme on est en train de le dire, chercher des éléments de motivation, se fixer des objectifs. Quelqu'un qui veut abandonner par exemple le tabac, il ne décide pas au jour d'aujourd'hui, par exemple, j'étais à un paquet de cigarettes par jour, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus. Alors, si vous ne prenez plus aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais j'ai une forte impression que ça ne risque pas de dater, de continuer dans le temps. Alors, il faut mettre en place un processus qui vous permet de savoir dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, où est-ce que je serai? Et à chaque fois que vous faites un petit progrès, comme je viens de le dire, il faut rechercher des éléments de motivation. Ne le cherchez pas ailleurs, parce que le cerveau, quelqu'un qui veut fumer, c'est quelqu'un qui recherche quand même un état de plaisir, un état de joie. OK? Alors, quand vous réussissez par exemple à dire non à la 2e baguette avant la fin des 30 premières minutes qui viennent après que vous avez décidé de ne plus prendre la cigarette, il faut vous dire bingo. Il faut crier partout. Oui, j'ai réussi à passer 1 heure de temps sans avoir pris ma 2e baguette. Je suis à la première et que tout le monde entende autour de vous. Le cerveau adore ça. Il faut créer une condition. Les autres peuvent ne pas comprendre en fait de quoi il est question, mais c'est vous qui savez où est-ce que vous allez. Ne décidez pas du jour au lendemain par exemple d'abandonner le tabac. Non, il faut procéder au conditionnement. Si vous réussissez à vous conditionner, progressivement vous allez voir, il y a de nouvelles voies neurales qui vont se créer et c'est elles qui vont prendre désormais la place de cette grande voie, ce boulevard qui vous conduisait à boire ou à prendre du tabac toutes les minutes, toutes les heures de la journée. Donc voilà par exemple cette méthode de conditionnement que celui qui veut, à partir de la journée de demain, journée alors du tabagisme,
décidé progressivement d'abandonner le tabac et que quelques années après, qu'ils puissent témoigner, j'étais un grand fumeur, mais aujourd'hui, je suis très loin de tout ça et je rends grâce à Dieu. Allez, merci beaucoup, coach Marcel Lefond. Les nouvelles du cabinet Impact Plus, comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien. Les séances de coaching gratuites et tout le reste. Oui, nous avons décidé, depuis que nous sommes présents sur ce canal, à offrir quand même au-delà de ce que vous recevez sur ce plateau aux téléspectateurs pour qu'ils puissent opérer des changements, bien sûr accompagnés, pourquoi pas des coachs et des mentors. Et ça continue son chemin tous les 3e jeudis du mois. Comme je l'ai tout le temps dit, si vous êtes à Cotonou, vous avez la possibilité de vous rendre dans un de nos clubs, soit à Bené Marina Hotel ou soit à Best Western Hotel qui est situé non loin alors de l'aéroport où vous bénéficiez gratuitement, je dis bien gratuitement, alors des séances de coaching et d'accompagnement du cabinet Impact Plus qui a décidé de mettre en place ce processus à travers le Club Impact Monde. Donc c'est bien gratuit. À Cadavi aussi, c'est les 2e jeudis du mois. Vous pouvez vous rendre à Obama Center tous les 2e jeudis du mois. Le seul contact, c'est le 97 50 07 18. Le 97 50 07 18 pour avoir beaucoup plus de précisions sur les différents... Pour bénéficier de ces séances gratuites. Gratuites, aussi bien à Porto-Novo que dans les autres pays, dans les autres villes du Bénin. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond. À très bientôt. À très bientôt, plaise à Dieu. Allez, on va continuer avec l'étape 6, c'est ça? Oui, on va faire l'étape 6 et puis après maintenant, on va entamer beaucoup d'autres choses très intéressantes pour les téléspectateurs. Merci beaucoup à vous pour ce processus. Donc, dernière étape, mercredi prochain. Pour ce soir, on continue avec les Autant Savants. Oui, c'est Autant Savoir sur ce grand rendez-vous. Allez, découvrez à présent sur Autant Savoir les bienfaits du jeûne. Oui, ce sera avec Agnat Bello et son invité. On va suivre ce reportage signé Sylvania. On revient. Jeûner pour la santé, voilà ce que recommande l'islam. Le fidèle musulman est appelé à manger et à boire du coucher au lever du soleil. Un jeûne diurne qui dure 13 à 14 heures par jour. Après ce long moment de jeûne, parce qu'on peut tomber dans un état de glycémie très faible, voyez, on rend le jeûne avec des fruits qui sont légèrement sucrés de manière naturelle. Consommer le fruit sucré naturel permet donc de remonter le taux de glycémie à la normale. Cependant, à la rupture du jeûne, la consommation immédiate de certains produits est déconseillée. Du genre Coca-Cola, Fanta ou Malta, ça c'est extrêmement dangereux. Par notre expérience, vous savez, lorsque vous observez ce long moment de jeûne et que le soir, par exemple, vous allez avaler une boisson gazeuse de ce genre, vous pouvez piquer une diarrhée très grave et même quelle que soit la température, il y en a qui vont prendre très fraîche parce qu'ils ont une sensation de soif et ils vont se jeter sur ces genres de boissons pour étancher le soif. Non, ça c'est à déconseiller fortement. Comprennent aussi, pourquoi pas un peu de boisson chaude, vous prenez un peu d'eau chaude là, avec du thé, pourquoi pas, on peut le faire, mais toujours en maîtrisant son taux de sucre. Le fidèle musulman atteint d'un dysfonctionnement physiologique n'est pas autorisé à jeûner. Toutefois, certains, en complicité avec le médecin traitant, sacrifient à leur devoir de jeûneur. Elles sont déjà excusées pour cause de maladie. Le soir, il faut éviter, par exemple, de prendre des aliments sucrés, très sucrés, parce que ça risque de faire monter leur glycémie de manière draconienne. À l'heure du repas, il est important d'avoir une alimentation équilibrée avec des mélanges sains. On a dit 5 fruits et légumes par jour. Au moins, il faut qu'il y ait 3 fruits dans ce mélange-là, d'accord, et des légumes. Donc, une portion, ça équivaut environ à 120 grammes, par exemple. Donc, ça, pour vous donner une idée sur les chiffres. Donc, on peut manger plusieurs fruits. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est une surcharge, c'est-à-dire manger trop, éviter trop de sucre, moins salé, moins sucré, moins gras. Donc éviter les graisses, surtout dans son alimentation, les graisses animales, et préférer les graisses, les lipides, les huiles qui sont riches en oméga 3, par exemple.
Voilà l'essentiel à mettre en pratique par le fidèle musulman afin de garder tous les bienfaits du jeûne. Voilà, vous comprenez donc que le jeûne islamique a ses particularités aussi et on va en parler sur ce plateau. On mange tôt et le soir également quand on est musulman. En tout cas, c'est ça. Comme ça se passe, n'est-ce pas, Agnès Bello? Aïssa Bougaba, vous faites un parfait fidèle musulman, mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, c'est un plaisir en tout cas d'avoir également sur ce plateau Madame Priska Deouba-Chabi, nutritionniste également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Bonsoir, Agnès. Bonsoir, Madame Bachabi. Vraiment, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc des particularités du jeûne musulman et ses bienfaits sur la santé. D'accord. Déjà, Siom, à l'endroit des téléspectateurs, je ne sais pas si nous ont suivis hier. Hier, nous avons parlé des interdits liés au jeûne islamique. Donc, aujourd'hui, nous nous intéressons au jeûne islamique. Quels sont les effets, d'accord, sur la santé? Alors, moi, ma première question, c'est déjà de savoir, Madame Bachabi, est-ce que le jeûne, c'est bon pour la santé? Merci Agnatou, merci le journaliste. Je vais dire que le jeûne est bon. C'est bon surtout pour les personnes qui sont obèses ou bien en surpoids. Parce que ne pas manger pendant plus de 12 heures de temps, on fait priver les cellules de beaucoup de nutriments. Donc ne pas manger, l'organisme serait en train d'utiliser les réserves, surtout les réserves en graisse. Et en utilisant les réserves lipidiques, c'est-à-dire les triglycérides accumulés dans le ventre, dans les fesses, sous la peau, en train d'utiliser parce que le cerveau en a besoin. Et on utilise, mais en utilisant ça, ça crée un déficit. On voit que la graisse se trouvant sous la peau se part. Et quand ça diminue, on constate que la personne commence par regagner sa ligne. C'est de là qu'on va dire que le jeûne est bon. Est-ce le seul effet positif qu'a le jeûne sur l'organisme? Je crois que c'est le seul effet. En quelque sorte, c'est un régime d'adaptation pour faire maigrir. D'accord. Pour faire maigrir. Une forme de régime, donc. D'adaptation. Alors, à part ça, il faut dire que 12 heures de jeûne, c'est pas facile et c'est pas évident pour tout le monde. La fameuse question qu'on demande à tous les musulmans, c'est est-ce que vous arrivez à tenir? Parce que, surtout en ce qui concerne l'eau, est-ce que c'est facile pour un homme normal de s'abstenir de boire pendant un certain nombre d'heures? Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que la science nous a dit? Si nous prenons le poids corporel d'un homme adulte, l'eau occupe 55% du poids corporel. Et c'est l'eau qui intervient dans le métabolisme et la physiologie des gestions. Sans l'eau, vous ne pouvez pas uriner. Sans l'eau, il ne pouvait pas avoir le métabolisme de la digestion. Et voilà que vous avez privé l'organisme pendant 12 heures du temps. Donc l'eau en a besoin. Et l'organisme commence par utiliser les réserves d'eau qui sont sur la cellule. Mais s'il n'y a pas assez d'eau, il peut y avoir déshydratation chez la personne. Donc l'eau est primordiale. Parce qu'on dit, on peut rester sans manger pendant 30 jours. Mais on ne peut pas rester sans boire de l'eau pendant une semaine. Les deux, la personne va crever. Raison pour laquelle l'eau est très indispensable pour l'organisme. Ok, donc pour ces musulmans qui sont en train de jeûner, là, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? D'augmenter leur apport d'eau pour les moments où ils sont autorisés ou bien de continuer par leur consommation normale? Normalement, il est vrai, nos frères musulmans mangent avant 5 heures. Avant 5 heures. Et c'est après 19 heures, on fait la rupture. Après la rupture, qu'est-ce qu'il faut prendre primordial? C'est de l'eau, en grande quantité. Non seulement vous nourrissez les cellules pour lutter contre la déshydratation des cellules et apporter des minéraux. Et aussi, vous voyez, 12 heures de temps, ne pas manger, les sens sont déjà colmatés, les intestins. Et quand on boit l'eau, premièrement, là, c'est pour un repris de transit intestinal pour pouvoir préparer l'estomac et l'intestin à recevoir le bol alimentaire. Et là, c'est après l'eau qu'il faut prendre des fruits à queue. Moi, je précise les fruits à queue. Tout à l'heure, on a dit les fruits moins sucrés, mais les fruits bien sucrés. Parce que les fruits sont riches en fructose. Et le fructose, c'est du glucose. Après le fructose, nous avons la vitamine C. Si on reste à ne pas manger pendant 12 heures de temps, on fait déjà une hypoglycémie vers le soir. Donc, en même temps qu'on prend les fruits, c'est du sucre,
Ça nourrit le cerveau automatiquement. Quels types de fruits sont plus conseillés que d'autres? Les types de fruits, nous avons pamplemousse. Pamplemousse est moins sucré, mais l'orange, l'ananas, pastèque, et il y a aussi la mangue. La mangue, oui, mais le mieux, c'est de prendre du jus du mangue, ajouter de l'eau, mais pas du sucre. Le jus d'ananas, c'est nature. Il ne faut pas ajouter du sucre parce que nous allons, pendant la jeûne, nous allons beaucoup éviter les calories inutiles. L'apport du sucre, là, ce n'est pas trop conseillé. Parce que les fruits que nous conseillons, nous consommons déjà, sont assez de bien. fruits. Et après, les fruits, on constate, ils prennent de la bouillie. Oui. Souvent, la bouillie avec de beignets. Beignets de farine de blé ou bien beignets d'haricots. Moi, je ne conseille pas trop beignets avec farine de blé. Pourquoi? Souvent, la bouillie est faite à base de céréales. Soit c'est le maïs, le mil, le sorgho, ainsi de suite. Mais on prend encore beignets de blé. De blé. Or, le blé aussi, c'est féculent, toujours l'amidon. Ce n'est pas équilibré. Mais si c'est avec beignets de... Mais d'autres le prennent avec de l'arachide. Arachide, c'est bon. Parce qu'il y a lipides, il y a protéines dedans. Le plat est équilibré. Si c'est avec beignets de... Vous dites haricots, aussi c'est bon. Protéines végétales. Et le haricot, son beignet, on a fait ça dans l'une. Apport un peu lipidique. C'est bon. On ajoute un peu des piments frais. C'est des légumes. C'est très équilibré. Et c'est après ça, ils vont faire la prière, ils reviennent pour prendre le plat familial d'habitude. Maintenant, le plat familial, qu'est-ce que je conseille? Il ne faut pas que ça soit un plat vraiment copieux, dense, parce que à 5 heures déjà, je dois me réveiller. Vous mettez quoi dans copieux? Copieux. Il y a trop de viande, trop d'huile, et la portion de féculents, soit c'est la pâte, le riz ou bien... C'est beaucoup exagéré parce que, très bien, selon le guide alimentaire béninois... Tout le monde ne mange pas comme ça. Oui. Selon le guide alimentaire béninois, il y a des portions qui sont définies pour l'adulte, pour la femme, pour choses là. Il faut respecter selon les portions. Alors pour vous, c'est-à-dire pour un adulte par exemple, à la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'il lui est conseillé? C'est 2 bols de pâte ou bien 2 bols de riz. Quel bol? Les petits bols de... À Kassa, 50 francs que là, c'est 2. Ne pas dépasser. Voilà. Et là, dans l'assiette, si c'est sauce de légumes ou bien combo, crin-crin, n'importe quoi, il faut que la sauce dépasse la portion de féculents. De riz, non? De riz, oui. L'assiette doit être remplie de légumes. Ici, pour avoir la satiété qu'on a. Et comme ça, si vous mangez trop, vous ne demandez pas au pancréas, vous ne sollicitez pas trop le pancréas. Or, quand vous mangez beaucoup, trop de féculents, vous demandez au pancréas. Alors, sécrète trop de l'insuline. Et quand le pancréas sécrète trop là, à quoi on s'observe après? C'est des diabètes de type 2 ou bien de type 1. Alors, le mieux, c'est de manger de façon équilibrée. Ça, c'est pour le soir. Ça, c'est pour le soir. Mais ceux qui mangent le matin, ils se blindent. On blinde le ventre le matin très tôt. Déjà à 5 heures, c'est bien blindé. Et puis bon, on te dit, c'est pour la journée. La même chose, mais ce n'est pas... Si tu manges beaucoup là, tu auras toujours faim. Parce que l'organisme, lui, quand tu lui donnes beaucoup de travail, il va demander à sécréter, mettre chaque nutriment à sa place et vider les déchets. Tu auras toujours faim. Plus et tu seras fatigué. Tu seras fatigué parce que quand l'organisme travaille à faire la digestion, on est beaucoup plus fatigué. Alors, qu'est-ce que vous conseillez alors les matins pour le jeûne islamique? Parce que eux, ils mangent très tôt le matin. Manger comme on mangeait d'habitude. Le matin, mais pour d'autres nutritionnistes, ils préconisent des mets qui se digèrent lentement pour pouvoir permettre aux jeûneurs de pouvoir tenir dans la durée, comme le pain ou d'autres types d'aliments. Non. Je crois que c'était des pâtes alimentaires. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut Vous voulez parler des personnes, des jeûneurs, surtout au niveau du Nord et tout ça. Ils prennent de liam pilé pour le matin. C'est d'abord une question d'habitude culinaire. Non, si c'est l'habitude, on peut manger les liam pilé, mais respecter la portion. Oui, on peut manger. Parce que il faut avoir le matin même, c'est bon parce que tu as le temps de digérer. C'est le soir, c'est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Mais il faut respecter la portion. Madame disait tout à l'heure, on appelle ça des glucides à absorption lente. Voilà. Mais quand nous prenons la bouillie avec le sucre la digestion est tellement rapide. Il n'y a pas de nutriments, c'est très rapide.
la boisson de coca, les sodas comme ça, là, la digestion, c'est à peine 30 minutes, on sent déjà l'action au niveau du cerveau. Mais quand on prend des féculents, la digestion là, la absorption là, ça dure dans le temps. Okay. Ça peut faire 4 heures, 6 heures, voire 8 heures avant d'être digéré. Là, tu peux être en train d'utiliser petitement cette énergie-là pour éviter tu la gardes tout au long. Glycémie. Pour éviter une hypoglycémie. C'est ça. Je comprends maintenant. Voilà, au niveau de ces nourritures-là qui se digèrent lentement, à part le pain, il y a quoi d'autre? Parce que finalement, on se rend compte que dans toutes les maisons... La pâte à grains entiers. Quand je dis la pâte à grains, les céréales à grains entiers. Oui. Faut pas... Quand vous faites déjà votre amidon d'akassa, et vous enlevez les sons et consorts, vous n'avez plus tout le complet. Les fibres sont éliminées, les minéraux sont éliminés. Là, il n'y a plus la conservation. Donc, vous conseillez la farine de maïs simplement? Entier, ça, farine de fonio, entier. Le riz déjà raffiné là. En voulant manger, ajoutez assez de légumes. Le riz parfumé, vous mettez légumes, vous voulez parler de carottes, haricots, tomates, oignons, piments, gingembre et consorts. Il y a tout le nécessaire avec des fruits, des antioxydants, parce que tout ces l'ail, oignon là, il renferme des antioxydants. Si par malchance vous avez déjà un apport lipidique, déjà surchauffé plusieurs fois, quand vous amenez ces légumes, non seulement ça apporte les minéraux, et ça apporte des antioxydants qui peuvent détruire les radicaux libres qui sont apportés par le repas. D'accord. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour, on a fait les 3 moments, d'accord, pour le jeûneur, le matin, et à la rupture du jeûne, et le soir. Maintenant, est-ce que vous vous conseillerez une marche, même si c'est de 30 minutes pour digérer, surtout le repas de nuit? De nuit. Si vous finissez de manger, vous ne pouvez pas aller dormir. Mais qu'est-ce que nous conseillons? Après le manger, le dîner, il faut faire le sport. Ce n'est pas avant le repas qu'on fait le sport. Si vous faites le sport avant le repas, vous allez dépenser assez d'énergie et vous allez chercher à compléter en prenant assez à compenser plutôt, en prenant assez de la portion. Mais si vous faites après là, si vous avez faim, prenez seulement de l'eau. Non seulement l'eau va aider à la digestion rapide pour permettre de vite se réveiller à 4 heures pour préparer le lendemain. Alors, si le jeûneur doit choisir manger copieusement, à quelle heure vous le lui conseillerez? Le matin, tôt le matin ou le soir? Copieusement, tôt le matin. Tôt le matin, c'est le matin. Copieusement, mais pas exagérément. Pas exagérément. On maintient les portions. Oui, d'accord. Assioum Gaba, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, très enrichissant, j'ai trouvé cet entretien. Merci beaucoup à vous. Oui, merci madame. Merci, à très bientôt. Allez, l'actu web à présent sur le grand rendez-vous, pratiquement vers la fin de cette édition. Mort de milliers de poissons sur le lac Toro. Les premiers résultats déjà disponibles, rapporte le matinal. Le quotidien précise que les résultats partiels des prélèvements effectués sur le lac Toro après le drame écologique ne permettent pas encore d'en élucider les vraies causes. Selon le directeur du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, ce cours d'eau n'a pas été contaminé par des pesticides. Face à la presse ce mardi 29 mai 2018, Tchabi Sika a expliqué que d'autres analyses sont toujours en cours pour faire la lumière sur la situation. Selon le directeur, la possibilité d'une intoxication aiguë par contamination chimique venant d'une source endogène au lac par infiltration souterraine n'est pas exclue. Le lac est toujours sous surveillance et les dispositions sécuritaires restent en vigueur, selon le directeur départemental de la pêche du Mono. En Afrique, la technologie est au service de la santé.
les startups médicales africaines ont le vent en poupe, nous apprend Olivier Rothès, l'auteur de l'article sur le site français Radio France Internationale. Parmi ces startups figure celle dénommée Gifted Mom, conçue par le Camerounais Alain Teff, ingénieur informatique âgé de 25 ans. Ces startups proposent aux futures mères des conseils personnalisés et des rappels de rendez-vous. La plupart des cas de mortalité infantile peuvent être prévenus si les femmes enceintes font les visites prénatales et si les vaccinations de bébés respectent le programme élargi de vaccination, rappelle Alain Teff. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette approche préventive pour éduquer les mamans afin de prévenir les causes et les complications pendant l'accouchement. Bonne nouvelle également pour les Centrafricains. La Cour pénale spéciale du pays est désormais autorisée à enquêter. Après plus de 3 ans d'attente, la loi portant sur la Cour pénale spéciale a enfin été adoptée par les députés centrafricains. Ce vote permet à cette juridiction de démarrer ses travaux et ses enquêtes sur les crimes de guerre et contre l'humanité depuis 2003 en Centrafrique. 95 voix pour, 2 contre et 43 députés absents. C'est par ce vote que s'est clos la dernière session parlementaire de l'année, ouvrant ainsi la voie au travail de la Cour pénale spéciale. En Côte d'Ivoire, les assureurs veulent appliquer vigoureusement les tarifs automobiles. Conformément à un arrêté pris en janvier 2003, les assureurs ivoiriens entendent ainsi assainir les réseaux de distribution. Pour la mise en application de cette décision, ils ont procédé à la signature d'une convention au respect du tarif responsabilité civile automobile en Côte d'Ivoire en présence des autorités compétentes. Selon le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, cette convention est une première dans l'histoire du secteur de l'assurance du pays. C'est ainsi qu'il a, au nom de ses confrères, pris l'engagement d'appliquer rigoureusement les dispositions contenues dans la dite convention. Merci à vous, Christelle Tongodo, pour l'actu web. Dernier élément de ce grand rendez-vous, c'est la météo de demain matin. Regardez. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'était le 3e grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Demain, rendez-vous, un autre grand rendez-vous à 19h00. Bonne soirée sur BB24.